Alors donc, bonsoir à tous et à toutes. Soyez donc les bienvenus. J'espère que votre semaine s'est très, très bien passée. Alors, si vous me recevez, merci de confirmer le support qui est partagé. C'est écrit Analyse des tâches critiques, une technique d'évaluation des risques. ID copié reçu. Non, si tu mets des blancs, ça là, tu manges ça là, c'est ça qui donne le cancer. Non, Tiens, monsieur, monsieur, aïe, non, moi, non. Non, mais non, ma carte de jouer. Comment il y a des voix en canon? Ah, c'est chaud là. tiens, monsieur, voilà, merci, monsieur Suleiman. Ouais, Alors, si on vous... vous reçoit Ok, fort d'accord. et clair. Donc, c'est donc écrit l'analyse des tâches critiques, une technique d'évaluation des risques, le support partagé. Est-ce que tout le monde le voit? Alors, donc, merci d'interagir pour que je sois rassuré que le support qui est partagé, tout le monde arrive à le voir. Et à mon niveau, c'est fort et clair. À votre niveau, c'est? Oui, à mon niveau, c'est clair. OK. Ouais, c'est très clair aussi à mon niveau. D'accord. Alors, très rapidement, un bref rappel ou encore s'il y a des questions avant déjà de commencer ce nouveau module-là. Est-ce qu'il y a des questions sur la séance passée avant de faire un très bref rappel pour pouvoir commencer? Donc, questions sur la séance passée ou... Alors, donc, s'il n'y a pas de questions, donc très brièvement, je vais revenir sur ce qu'on a vu la semaine passée. Donc, la semaine passée, on a parlé de la lutte contre l'incendie et le sécurisme très rapidement. Alors, donc, pour ce qui concerne la lutte contre l'incendie, l'essentiel à retenir déjà, c'est que déjà, on sait que par sa définition, l'incendie, c'est un feu violent qui échappe sous le contrôle, voilà, de l'homme, donc, et qui survient à un instant donné, à un moment donné. Donc, quand on sait que l'incendie n'arrive pas tout le temps, parce que la norme nous dit que de ne jamais négliger un risque dont la probabilité d'occurrence est faible, mais sa gravité est très, très élevée. Donc, ça se justifie déjà par l'incendie. Donc, quand l'incendie arrive, ça n'arrive pas tout le temps. Mais lorsque ça arrive, les dommages sont très, 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 très énormes à travers les dégâts qu'il produit. Donc, on peut avoir des pertes en vies humaines, la perte même du matériel en soi, la perte même des équipements. Donc, tous ces dommages-là sont vraiment ont beaucoup de conséquences déjà plutôt pour l'entreprise. Et donc, nous, en tant que HSE, notre rôle qui est de veiller sur la santé et sécurité des travailleurs, de s'assurer que les équipements qui sont mis à leur disposition, les bâtiments dans lesquels ils travaillent, ne soient pas même un sujet de risque pour eux, et aussi de veiller à ce que notre activité déjà sur l'environnement déjà n'ait pas un impact sur le plan environnemental. Donc, dans ce même élan, nous serons donc amenés, déjà que nous sommes le représentant de l'employeur au domaine, à notre domaine plutôt, ça signifie que nous serons donc
pour ce qui concerne l'homme, à identifier déjà tout ce qui est comme danger et risque auxquels les potentiels travailleurs sont exposés et proposer des mesures de protection individuelle voire collective de sorte à les protéger. C'est de cette même manière aussi que pour la lutte contre l'incendie, on travaille aussi à mettre en place un système de sorte à ce que, voilà, l'incendie, la probabilité même de survenue même de l'incendie là soit très faible. Alors nous, on va plus s'intéresser déjà sur la lutte contre l'incendie plutôt, mais on va beaucoup se focaliser sur les débuts de feu. Quand on sait que l'incendie, c'est le feu violent qui échappe sous le contrôle de l'homme. Alors, donc, pour parler d'incendie, il faut parler de feu. Alors que le feu, on a vu que c'est cette flamme nulle-là qui apparaît lorsque les trois composantes du triangle de feu sont réunies, à savoir le comburant, ce qui fait brûler, le combustible, ce qui brûle, et l'énergie d'activation. Donc, lorsque ces trois composants sont réunis, naturellement, le feu survient. Alors, donc, on met en place ce qu'on appelle un principe d'extinction pour lutter contre ces débuts de feu-là. Donc, on met en place ce qu'on appelle un extincteur. Donc, un extincteur, c'est un appareil déjà qui contient un agent extincteur qui, lorsqu'on l'utilise déjà, il arrive à projeter déjà par l'action qu'on mène l'agent extincteur déjà sur la source de l'incendie ou du début de feu. Alors, donc, l'extincteur, lui, il lutte contre les différentes classes de feu. Et on a vu qu'il y a plusieurs classes de feu. Et conventionnellement parlant, on a 4 classes de feu, à savoir les feux de classe A, qui sont les feux de matériaux solides, les feux de classe B, qui sont les feux déjà de liquide, qu'on va dire liquéfiable ou encore de liquide très inflammable. Les feux de classe C, qui sont les feux déjà de... Excusez, je dois régler l'enregistrement avant de commencer. C'est en train de me gêner un peu. Voilà, donc c'est très bon, c'est bon maintenant. Donc les feux de classe B, voilà, liquide, inflammable, et les feux de classe C déjà, qu'on va parler déjà, donc des feux de gaz, et enfin les feux de classe D qui sont les feux de métaux. Donc conventionnellement parlant, on a 4 classes, mais il y a 2 classes déjà qui ne sont pas forcément déclassifiées, mais aujourd'hui, la plupart des différentes classes de feu qu'on voit déjà, ça tourne autour de ces 4 classes-là. Donc, on a les feux aussi de classe E qui font allusion aux feux électriques et enfin les feux de classe F qui sont les feux dits gras, c'est-à-dire les feux de cuisson. Donc, c'est à chaque type de feu déjà que l'extincteur répond. Et donc, l'extincteur qui est un appareil qui permet de projeter un agent extincteur. On a plusieurs types d'agents extincteurs, à savoir, on peut avoir l'eau plus additif. Donc, lorsque on voit que nos équipements où on est pour les éteindre, l'eau seule ne suffit pas. On va demander déjà à la structure de pouvoir produire un additif pour renforcer même l'efficacité même de l'eau à pouvoir éteindre le feu. Et donc, on peut avoir aussi la mousse, on peut avoir aussi le CO2 et on peut avoir aussi la poudre. Donc, ce sont ces agents extincteurs-là qui luttent efficacement déjà contre les débuts de feu. Et ils agissent par plusieurs principes, soit par le principe d'étouffement en étouffant le feu, ou soit par le principe de refroidissement en refroidissant le feu. Et donc, on utilise un extincteur pour lutter contre les débuts de feu et non contre l'incendie en entreprise. Et quels sont sur les extincteurs, on a vu qu'il y a 2 types d'extincteurs, notamment l'extincteur à pression permanente, qui est constitué déjà du tube en lui-même, de l'agent extincteur qui est à l'intérieur, du manomètre qui nous donne une indication sur, en fonction de la position de l'aiguille
il va nous donner une information pour nous dire si l'instincteur lui-même, il est sous pression ou encore il est sous pression. Et c'est à nous maintenant de pouvoir donner une interprétation là. Donc, lorsque l'aiguille sera sous le voyant rouge, c'est-à-dire inférieur à la voyant vert, signifie que naturellement notre instincteur est sous pression. Et cela peut se justifier par plusieurs facteurs, soit le produit qui est l'agent instincteur s'est solidifié, ou encore il est fini, ou encore il s'est épuisé. Et lorsque l'instincteur, l'aiguille du manomètre est sous l'autre voyant rouge, ça signifie qu'il est sous pression. Et donc, lors de la manipulation, il peut même s'exploser. Et à côté de cet instincteur, on a l'instincteur maintenant à pression auxiliaire qui, lui, n'a pas de manomètre. Lui, il n'est pas sous pression permanente. Donc, lui, pour le mettre sous pression directement, une fois qu'on a dégroupillé, il faut le mettre sous pression d'abord avant de pouvoir l'utiliser. Et donc, l'instincteur, je précise, est toujours utilisé dans le cadre de la lutte contre les débuts de feu et non contre l'incendie. Parce que c'est lorsque la lutte des débuts de feu s'avère inefficace qu'on tire maintenant vers l'incendie. Et dans ce cas, il y a d'autres types d'outils d'équipement qui sont adaptés en entreprise qu'on utilise pour pouvoir accompagner la lutte contre l'incendie. Alors donc, quels sont les problèmes courants plutôt qu'on rencontre avec l'instincteur? C'est son positionnement. Il faut qu'en tant qu'HSE dans la structure, on s'arrange à ce que la maintenance soit faite de façon régulière. Voilà, l'instincteur soit très accessible, l'instincteur ne soit pas encombré de sorte à empêcher déjà son passage. On doit faire une inspection des instincteurs, voir quelle l'information donne l'aiguille du manomètre. Voici les détails qu'on peut pouvoir voir. Et lorsque maintenant cette lutte contre le début de feu s'avère inefficace, là maintenant il faut plonger maintenant dans la lutte maintenant contre l'incendie. Quand on sait que l'autorité qui est le premier garant de la responsabilité déjà de la population, donc l'autorité dit aux entreprises, lorsque vous êtes une entreprise à haut risque, il faut mettre ce qu'on appelle en place le plan d'opération interne à votre entreprise, en invitant les sapeurs-pompiers pour venir checker tout le contenu de vos dispositifs pour que si un sinistre survient de grande envergure, le protocole, vous pouviez activer le protocole qui est consigné dans le plan d'opération interne. Le plan d'opération interne, ça va scénariser les différents types de scénarios possibles en fonction des risques qui peuvent arriver. Donc, notamment, et l'incendie en fait partie. Donc, dans le POI, vous allez consigner directement tout ce qui est comme protocole d'action que vous devrez respecter lorsque un incendie se déclare, c'est-à-dire lorsque on n'a pas pu contrôler le début de feu qu'il est arrivé un incendie. Donc, on aura d'autres équipements tels que les RIA, les robinets d'incendie armés, où on va faire des inspections très fréquemment. On va voir directement les positions. Dans le cas du POI, les sapeurs-pompiers viendront nous définir les meilleures positions. Ils viendront nous accompagner pour des exercices de simulation. Voilà, donc voici un peu ce que je peux dire sur la lutte contre les incendies. Alors, donc, s'il y a des questions, je vais les prendre très rapidement. Sinon, il est 19h25. On va débuter sur le cours, l'analyse des tâches critiques. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Allez-y, Monsieur Suleiman. Voilà, j'aimerais savoir l'extincteur et ABC là. Est-ce qu'il peut utiliser pour tout débit de feu? Si j'ai bien compris, merci Monsieur Suleiman, si j'ai bien compris, l'extincteur ABC, c'est ça? Oui, oui. OK. Alors donc, les extincteurs viennent lutter contre les débuts de feu, comme je l'ai dit, et ils répondent aux classes de feu. Aujourd'hui, pour faciliter le travail en entreprise, la plupart des extincteurs qu'on a sur les sites, ce sont des extincteurs polyvalents qui luttent en même temps pour des feux de classe A, pour des feux de classe B, pour des feux de classe C et voire même pour des feux de classe D.
Sauf, par exemple, devant les salles électriques, pour pouvoir récupérer les données, le plus souvent, on utilise maintenant des extincteurs à gaz, c'est-à-dire CO2. Ce sont ces extincteurs-là où on voit un tromblon au bout. Ça permet déjà de récupérer des données. Si c'est une salle aussi informatisée, tout et tout. Donc, généralement, ce sont des extincteurs polyvalents. Parce qu'on se dit que pour lutter contre les débuts de feu, dans le cours, on avait vu la durée minimale pour pouvoir épuiser le contenu d'un extincteur. Donc, vous prenez un extincteur de 15 kg, naturellement, il a au moins 9 secondes pour pouvoir épuiser le contenu. Donc, si vous aviez fait cette cartographie, déposé des extincteurs partout, si vous utilisez cet extincteur en 9 secondes, si le début de feu n'arrive pas à s'éteindre, vous n'allez pas avoir aussi d'autres extincteurs à côté. Par contre, quand ce sont des extincteurs polyvalents, à chaque 15 mètres, vous avez des extincteurs. Vous pourrez courir, aller récupérer un autre extincteur pour venir accentuer la lutte contre le début de feu. Voici un peu. Ok. Merci beaucoup. Merci, monsieur Sawadogo. Est-ce qu'on a d'autres questions, monsieur Maïga, monsieur Laurent? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau de monsieur Maïga, de monsieur Laurent? Non, on pourra débuter avec le cours. Alors, donc, il n'y a pas de questions. Donc, je rappelle qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions. S'il y a des questions, posez-les. Voilà, on mettra tout en œuvre pour apporter des éléments de réponse à ces questions. Alors, donc, suivant le chronogramme, naturellement, aujourd'hui, on devrait parler des inspections. Et donc, on a un programme de formateur. Et naturellement, en présentiel, c'est M. Yé Tiembo qui devrait faire le cours sur des inspections avec ceux qui sont en présentiel. Sauf qu'à la dernière minute, il a eu un déplacement de dernière minute. Donc, chose qu'il n'a pas honorée. Donc, pour éviter de prendre le cours pour le faire, j'ai préféré déjà faire l'analyse des tâches critiques en présentiel. Et donc, après chaque cours, on a l'habitude déjà de mettre le contenu du cours dans le groupe. Et pour éviter déjà de mettre, si avec vous on doit faire les instincteurs, ça ne sera pas vraiment, ils auront déjà le support, ils ne seront plus préparés déjà à pendant la séance en présentiel. Donc, raison pour laquelle on a jugé bon de faire l'analyse des tâches critiques avec eux en présentiel et aussi en ligne. Alors, donc, s'il n'y a pas de questions, on va débuter le cours sur l'analyse des tâches critiques. Il y a une question. Allez-y. OK. Et maintenant, par rapport à l'utilisation des extincteurs à CO2, là, et est-ce que dans un endroit clos, il n'y a pas de risque pour son utilisation? Voilà, des risques respiratoires, quoi. Oui. Alors, donc, c'est une très, très bonne question, monsieur Maïga. Donc, naturellement, le contenu qui est l'agent extincteur dans sa fabrication, ce sont les procédés chimiques qu'on utilise. Donc, et j'ai pour habitude de le dire, tout ce qui est chimiquement fabriqué a toujours un impact sur l'homme, que ce soit à court, à long terme en fonction de l'exposition. Donc, dans un espace clos naturellement, parce que quand le début de feu survient, on oublie directement tout ce qu'on doit avoir comme dispositif pour pouvoir attaquer le feu. Donc, naturellement, c'est la réactivité qui prime. On prend automatiquement l'extincteur en s'oubliant nous-mêmes. Sinon, il est conseillé déjà de porter toujours un masque pour l'utilisation parce que lorsqu'on le répand directement dans l'air, il va sans dire qu'aussi on sera amené aussi à respirer aussi ce CO2. Quand on sait que le CO2 déjà, c'est le dioxyde de carbone. Donc, le dioxyde de carbone aussi qui est nocif. Donc, un peu, voici l'élément de réponse. C'est une très, très bonne question.
Est-ce que M. Maïga nous reçoit? Oui, je vous reçois 5 sur 5. Le micro est ouvert. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on ne débute? Donc, en même temps, un rappel, j'ai fini le support, consigner toutes les vidéos en fonction des différentes étapes. Après, je vais vous donner aussi les photos de ceux qui étaient en présentiel. On a fait tout ce qui est comme sécurisme. Donc, naturellement, vous aurez tous les contenus, les vidéos. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'analyse des tâches critiques, une technique d'évaluation des risques. Alors, il faut savoir que pour le HSE, c'est le fondement de l'analyse des tâches critiques. Donc, comme son nom le dit, analyse des tâches critiques. On avait vu déjà au départ que le HSE est le représentant de l'employeur. Donc, quand l'employeur engage quelqu'un dans sa compétence, ça signifie que l'employé déjà devient le représentant de cet employeur-là dans son domaine de compétences. Donc, si pour répondre à l'exigence de la réglementation qui impose l'employeur à identifier tous les risques, dangers associés, proposer des mesures de prévention, il va s'en dire que quand il recrute un HSE, son rôle, c'est de pouvoir identifier, comme on l'avait vu précédemment, tout ce qui est comme danger et risque, de sorte à veiller sur la santé et la sécurité des travailleurs et même l'environnement. Et donc, après avoir déjà identifié, il va proposer des mesures correctives. Et on a vu directement que le lieu de travail, c'est l'assemblage des postes de travail où ceux qui ont été recrutés sont amenés à exercer, le pourquoi de leur recrutement. Donc, dans le lieu de travail, on verra des postes de travail. On sait que le poste de travail, c'est l'endroit où l'employé exerce son activité professionnelle. Et donc, son activité professionnelle quotidienne sera représentée par ce qu'on appelle aujourd'hui des tâches. Et en entreprise, il y a plusieurs tâches qui sont effectuées en entreprise. Chacun dans son poste de travail a des tâches. Et ce sont l'ensemble de ces tâches-là qu'on fait qui définit notre activité professionnelle. Mais nous, en tant qu'HSE, on mettra l'accent sur les tâches qui sont critiques, c'est-à-dire les tâches qui exposent au maximum les travailleurs. Donc, un checklist déjà sera fait dans le lieu de travail et on va mettre l'accent, pointer du doigt les tâches qui exposent le maximum de ces travailleurs en mettant une analyse et une conduite à tenir de sorte à ce que cette tâche-là soit réalisée en toute sécurité. Monsieur Suleiman a la parole. Oui, Monsieur Suleiman a la parole. Aussi, c'est une erreur. Allez, Monsieur Suleiman a la parole, il peut ouvrir son micro. Il a levé la main. Non, c'est bon, monsieur. On peut continuer. Merci. Et donc, voici pourquoi il est très important pour nous déjà aujourd'hui de parler de ces tâches critiques-là. Donc, pourquoi c'est important? Comment l'analyse même de ces tâches-là même doit se faire? Quels sont les différents détails qu'elle doit pouvoir intégrer pour qu'une tâche critique soit validée? Alors déjà, comme tout programme, on va voir les concepts de base, l'analyse des tâches critiques et les risques associés et l'application. Donc, ça sera naturellement d'identifier les tâches qui sont critiques pour la sécurité des ressources de l'entreprise. Donc, personnes, équipements, matériel, environnement. Éliminer des risques qui rendent critique une tâche particulière. Alors donc, l'analyse des tâches aujourd'hui devient déjà un élément incontournable en entreprise. Donc, parce que, comme on l'avait dit précédemment, il y a des tâches qu'on fait très couramment en entreprise, mais nous, on va beaucoup plus se focaliser sur ce qu'on appelle les tâches critiques, sans toutefois négliger les moins critiques. Parce que les 9 principes de la prévention nous disent de remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux. Donc, il va sans dire qu'on va mettre un programme d'analyse pour accompagner déjà chaque tâche jugée critique.
de sorte à ce que avant le début de cette tâche, pendant la tâche elle-même et après, toute l'opération déjà se fasse en toute sécurité. Et pour ce faire, il y a des outils déjà qu'on utilise en HSE, en santé sécurité. On a l'analyse préliminaire des risques qui consiste, ailleurs vous allez aussi avoir, on l'appelle souvent aussi APD. Donc pour certains aussi, d'autres l'appellent APR, mais c'est le même contenu. Donc c'est un outil qu'on utilise pour pouvoir analyser aussi des tâches. On a le Job Hazard Analysis qu'on utilise très régulièrement en entreprise pour l'analyse des tâches. On a le Job Safety Analysis aussi qu'on utilise très couramment aussi en entreprise. Je rappelle que tous ces outils seront mis à votre disposition et beaucoup plus expliqués plus en détail. On a aussi le ASOP, on a Lab des causes. Il y a vraiment beaucoup d'outils. On a l'AMDEC pour certains, peut-être certains le connaissent, qui est l'analyse des modes de défaillance, de leurs effets, de leur criticité. Donc, il y a beaucoup d'outils qu'on utilise en santé sécurité pour pouvoir analyser des tâches. Mais l'outil qui est couramment utilisé en entreprise, c'est soit l'analyse préliminaire des risques, parce que c'est très simple à faire, ou le GHA, qui est le Job Hazard Analysis. Donc, certaines entreprises aussi vont opter pour l'autorisation déjà du travail ou la carte du travail, donc qui va constituer à faire déjà si le travail, si l'analyse des tâches est complétée. Donc, comment ça se passe en entreprise de façon pratique, tout simplement? Lorsque on est HSE dans une entreprise directement, notre rôle, c'est d'identifier directement les risques liés à chaque poste de travail. Donc, on va faire ce qu'on appelle une notice de poste. Une notice de poste, on sera amené à aller dans chaque poste de travail, discuter avec les opérants du poste pour les demander quelles sont les différentes phases de leur activité, partant du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire quand ils viennent, comment ils commencent, étape par étape. Et à chaque étape, on va identifier les risques et proposer des mesures correctives qu'on va afficher au niveau déjà de leur poste. Chose maintenant qu'ils devront respecter dans l'accomplissement de leurs tâches. Ça, on appelle ça des notices de poste. Et c'est dans chaque poste qu'on le fait. Ensuite, pour les activités maintenant qui se font de façon courante maintenant dans l'entreprise, on va faire ce qu'on appelle, on va mettre en place un document, souvent qu'on peut appeler le permis de travail. Donc, le HSE peut décider que si son site, on fait le permis pour tout type d'activité, c'est-à-dire tout type d'activité doit nécessairement avoir l'autorisation déjà d'un permis. Et donc, le permis sous-entend que ça serait un document qui contient un ensemble de conditions à remplir avant d'exécuter la tâche en toute sécurité. Et donc, l'analyse maintenant de ces tâches-là vient renforcer maintenant les permis qu'on met en place. Donc, voici un peu comment ça se passe en entreprise. Donc, l'analyse déjà peut être effectuée pour un projet ponctuel, c'est-à-dire projet de construction, etc., où on fait la décomposition déjà du projet par tâche. Et à chaque tâche, chaque étape est associé son risque et on propose des mesures correctives. Donc, pour des tâches aussi répétitives aussi qui se font en boucle, on peut mettre ce qu'on appelle en place une procédure. Parce que si chaque jour, par exemple, on commence, on fait un ravitaillement dans notre entreprise, ça suit toujours la même procédure, c'est-à-dire on va décharger, on va ramasser, ensuite on va au magasin. Donc, on peut mettre ce qu'on appelle une analyse, mais boucler sur une procédure affichée. Que toute personne qui vient, il suit déjà cette procédure pour pouvoir travailler en toute sécurité. Alors donc, comme on le dit, lorsque l'analyse se fait de manière répétitive par une activité précise, on peut la remplacer aussi par une procédure d'opération sécuritaire. Là, ça signifie que tous les jours, on ne fera pas l'analyse de cette tâche critique-là, mais on écrit une procédure et on va documenter, former les opérateurs pour les dire, comme tous les jours, vous faites le déchargement, voici la procédure à suivre de façon sécuritaire pour pouvoir faire votre déchargement tous les jours. Là, tous les jours, on ne sera pas obligé de venir faire une analyse des tâches. Donc, voici un peu cette différence. Donc, lorsque la tâche se fait de façon répétitive, une même tâche, je précise, naturellement, on met ce qu'on appelle une procédure d'opération sécurité en place. À défaut de ça, on met en place un permis de travail.
Donc, le HLC va checker sur le site les tâches, plutôt les activités qui sont qui exposent au maximum de travail à un certain risque. Par exemple, le travail en hauteur, l'excavation, le travail à chaud. Il va mettre le permis d'excavation, le permis de travail à chaud, le permis de travail en hauteur, tout ça. Et il peut accompagner maintenant par l'analyse des risques. À défaut, il fait mettre en place une procédure pour que tout le monde, quel qu'en soit le nouveau arrivant ou pas, tout le monde connaît la procédure à suivre. Alors, pourquoi il faut le mettre en place? Parce que ça permet déjà la participation des employés, ça les permet déjà de s'asseoir, de discuter sur chaque tâche et à chaque tâche, quelles sont les différentes étapes à suivre, quels sont les risques identifiés. Ça permet déjà de développer une attitude de faire mieux. Ça permet aussi de la découverte des bêtes parce que c'est un outil déjà de prévention, d'anticipation. On le fait avant l'exécution de la tâche. Et ça permet aussi de développer la mentalité des superviseurs. Alors, son champ d'application, c'est un outil de prévention, naturellement. C'est un outil de formation. C'est un outil de correction, outil de participation et outil de communication. Alors, ça me permet déjà de poser une question. Pourquoi c'est un outil de prévention? Pourquoi c'est un outil de formation? Pourquoi l'analyse des tâches à travers les outils qu'on a vus là, ça représente un outil de communication ou un outil de correction ou un outil de participation? Donc, c'est une question en même temps. Des volontaires peuvent ouvrir leur micro et répondre plutôt à la question. Alors, c'est une question. Est-ce qu'on a des volontaires pour pouvoir répondre à la question? Pourquoi c'est un outil de... Allez-y, Monsieur Maïga. Ok, merci pour la parole. Donc, c'est un outil de prévention parce que il permet de faire il permet d'énumérer d'abord les risques auxquels on est exposé et voir les dispositions qu'il faut prendre pour vraiment réduire ce risque ou bien les éliminer. Et ensuite, c'est un outil de formation parce que en faisant ce travail d'analyse, de prévention ou d'élimination, ça amène le travailleur à vraiment mieux maîtriser ce qu'il aura à faire. Donc, c'est un outil de communication parce que c'est par la communication que on arrive à atteindre cet objectif. Donc, tout ce qu'on a mis en place, c'est par la communication qu'on arrive à mettre ça en application pour que ça puisse apporter ses fruits. Et c'est un outil de participation parce qu'on le fait toujours en collaboration. L'agent ACHE le fait en collaboration avec les travailleurs. Et c'est un outil de correction parce que il y a l'amélioration. Donc, quand on fait, avec l'expérience, par moment, on se rend compte que non, telle chose là, ce qu'on a décidé de faire là, au lieu de faire ça, on peut faire mieux en faisant d'une autre manière. Donc, voilà quelques éléments de réponse que j'ai pour cette question. Merci, Monsieur Maïga. Je pense que c'est parfaitement résumé. Donc, ça permet vraiment de mettre en lumière déjà
Voilà, tous ces points-là. Donc, c'est absolument correct. Donc, outil de prévention, naturellement, si ça doit se faire avant l'exécution de la tâche, donc ça permet, ça a un rôle d'anticiper, d'éviter que le pire, les risques identifiés par rapport à chaque étape là n'arrivent. Donc, outil de formation, naturellement, parce que vous allez voir qu'on sera rassemblés. Je rappelle toujours que le HSE, ce n'est pas celui-là qui est expert dans tous les domaines, mais celui-là qui rassemble les compétences, les amène à travailler de façon sécuritaire. Donc, pour cette tâche-là, par exemple, on va discuter. L'autre va dire, moi, je pense qu'il faut porter un harnais. L'autre va dire, non, ici, on ne doit pas porter un harnais, on doit faire ci. Et ça nous permet déjà d'apprendre l'un de l'autre. Donc, c'est un outil de correction parce que l'autre va dire qu'il faut faire ça, l'autre va dire non, attention, il faut plutôt faire ça. On permet aussi de se corriger outil. Et pour pouvoir se former, il faut communiquer dans un langage. Et ça permet aussi la participation et l'inclusion de tout le monde. Donc, l'analyse des tâches aujourd'hui, c'est l'élément clé en entreprise avant l'exécution de certaines tâches. Donc, on a des définitions déjà. Attention. Voilà. Donc, c'est un outil de prévention, surveillance de la condition déjà des lieux, détection des risques, outil de correction naturellement, élimination progressive des conditions dangereuses, outil de participation, l'implication conjointe employeur-employé. Tout le monde est à la table et chacun propose parce que personne n'a la science infuse. Outil de communication, naturellement, on va discuter autour de certains thèmes, on va discuter dans un langage franc, parce que c'est vrai que le projet va rassembler beaucoup de participants, mais chaque participant a son objectif. L'objectif du chef de projet, lui, c'est d'arriver au thème de son projet. L'objectif déjà du bailleur de fonds, lui, c'est qu'on arrive à thème, mais que lui gagne beaucoup de bénéfices. Donc, le HSE, lui, ça sera de veiller sur la sécurité des travailleurs, de sorte à ce que toutes les activités et toutes les tâches qu'on va réaliser se fassent en sécurité. Donc, souvent, dans la plupart du temps, il va arriver un moment où le HSE et les chefs de projet, les travailleurs ne s'entendent pas parce qu'eux, ils veulent précipiter le travail. Et là, le HSE revient pour dire tout simplement qu'aucun travail n'est urgent pour se faire dans la précipitation. C'est la sécurité d'abord. Donc, lorsque les procédures sécuritaires ne sont pas encore respectées, le travail n'avance pas. Et on est là, on discute encore. Souvent, ça titille, voilà, le sang monte, mais c'est pour le bien de tous. Donc, on a une vidéo illustrative. Après, on va voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Alors, donc, qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette vidéo? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette vidéo? Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette vidéo? Allez-y, Monsieur Maïga. Donc, dans cette vidéo, il y a deux aspects. Et le premier, c'est d'abord la position de cette personne qui est arrêtée par rapport à l'engin qui est en opération. C'est ça? Donc, en tout cas, si on analyse bien, en principe, quelqu'un ne devait pas être là-bas pendant les opérations. Et le deuxième aspect, je ne suis pas sûr que la vitesse de rotation du bras de l'engin là a été respectée. Oui. Parce que normalement, si c'est pour déplacer de la matière, on doit le faire de manière à ce qu'il n'y ait pas de déversement. Donc, à une certaine vitesse, en tout cas, il y a des déversements alors que ce n'est pas normal. Donc, voilà les éléments de réponse que j'ai pour cette question. Est-ce qu'on a d'autres interventions? Qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'HSE pour éviter cet incident-là? Qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'HSE pour éviter cet incident? Allez-y, Monsieur Laurent. Merci bien, Monsieur Badou, pour la parole. Et bon,
pense qu'en tant qu'HSE, il faut déjà éviter de travailler sur un site où il y a où les charges sont suspendues. Voilà, parce qu'ici, on voit que le travailleur est pratiquement sous l'agent qui est en train de travailler, il transporte des charges, donc il y a des risques effectivement de chute. Et c'est le cas bon, c'est d'ailleurs ce qui est arrivé à l'employé. C'est ce que je pouvais ajouter par rapport à... Merci, monsieur Laurent. Alors, donc, déjà, en tant qu'HSE, pour cette vidéo, déjà, il y a beaucoup. Et toutes ces situations, c'est ce que vous avez dit. Donc, la première action, déjà, pour pouvoir éviter, pour pouvoir corriger dans l'immédiateté, l'esprit d'immédiateté, c'est de baliser la zone. Donc, on va passer par la protection déjà par éloignement. Donc, éloignement en balisant la zone d'opération. C'est-à-dire, on va consigner l'engin. Il sera dans sa zone de... Là, en dehors de la balise, les gens peuvent s'arrêter. Donc, ça permettra déjà d'éviter que, même en cas de déversement, le déversement soit contenu dans la zone balisée. Deuxième erreur, on voit que le monsieur n'a même pas porté d'équipement de protection. Naturellement, s'il avait porté un casque, ça pouvait amortir quand même le choc. Certes, il allait tomber, mais il n'allait pas avoir déjà le choc. Vous imaginez s'il y a des cailloux qui sont à l'intérieur déjà de ce que le godet a pris. Donc, naturellement, ça peut peut-être perforer même sa tête. Donc, s'il est en équipement de protection, ça allait éviter beaucoup de choses. Donc, ça met aussi en lumière déjà notre thème qui est l'analyse des tâches. Donc, avant l'exécution de cette tâche, s'ils avaient fait l'analyse déjà de la tâche, ils allaient voir quelles sont les différentes étapes pour pouvoir accomplir, soit peut-être pour pouvoir charger tout ce tas de sable. Ensemble, tous les travailleurs vont décomposer. Première étape, il faut qu'on rassemble le matériel. Quels sont les risques liés au rassemblement du matériel? On peut trébucher. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ci, il faut faire ça. Ensuite, il faut commencer le chargement. Peut-être il faut inspecter les équipements, donc il faut naturellement inspecter même l'excavatrice, même elle-même, il faut inspecter le personnel, etc., etc. Quels sont les risques liés? On va les identifier, mesures de prévention pareil. Ensuite, pendant le chargement maintenant, quels sont les risques? On va les citer et proposer des mesures aussi pour pouvoir y remédier. Donc, l'analyse des tâches ici devient un élément incontournable si on veut déjà veiller à la sécurité de nos travailleurs. Donc, naturellement, on verra quelques terminologies. L'emploi. L'emploi, que détient une personne qui recouvre toutes les tâches d'ordre opérationnel qu'elle peut entreprendre dans l'exercice de ses fonctions. Donc, chose qu'on avait parlé précédemment. Et la tâche, une partie du travail exigeant un ensemble de mesures précises, distinctes pour l'exécution du travail. Donc, la tâche est exécutée dans le poste de travail. Et c'est l'ensemble des postes de travail qui détermine quoi? Le travail. Alors, on va parler de tâches critiques ou des tâches qui ont un potentiel d'engendrer une perte importante si elle n'est pas correctement exécutée. Alors qu'une perte, c'est gaspillage déjà de toutes ressources, qu'elles soient au niveau des personnes, équipements matériels et même de l'environnement. Et le danger, comme on l'avait signifié déjà, c'est toute source de dommages peut créer déjà toute source de menace qui peut créer des dommages à l'homme, voire même sur l'environnement. Et le risque, c'est un effet d'incertitude qui prend en compte deux éléments, c'est-à-dire la gravité et la fréquence, voire même l'exposition. Donc, le risque serait égal naturellement déjà à la gravité multipliée déjà par l'exposition. Alors, une déviation comme une pratique ou condition hors norme. Donc, alors qu'une procédure, c'est une description étape par étape de comment procéder du début à la fin pour accomplir une tâche de façon appropriée. Donc, lorsque
certaines tâches sont exécutées chaque fois, on peut mettre en place ce qu'on appelle une procédure, comme on l'avait dit précédemment. Donc, qui va décomposer étape par étape comment l'activité doit se faire du début jusqu'à la fin de façon sécurisée. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? On a 3 messages à garder en mémoire qui dit que toute déviation, on a vu que toute déviation déjà, une déviation, c'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est quelque chose déjà qui ne respecte pas la norme. C'est quelque chose qui ne respecte pas l'exigence qu'on a définie. Toute déviation peut donc engendrer un événement dont on ne maîtrise pas la gravité. Et de déviation en déviation, on se rapproche de l'accident. Donc, plus on néglige les déviations, et mieux on se rapproche aussi de l'accident. Donc, les déviations non corrigées aujourd'hui deviennent les standards de demain. Et on finira par dire qu'on a toujours fait comme cela. Donc, jamais tolérer les déviations, il faut les corriger immédiatement. Donc, c'est en ce sens-là que le HSE doit avoir l'esprit d'immédiateté. Et on termine pour dire que le risque est naturellement égal à quoi? Au danger fois l'exposition. Donc, mais ici, je rappelle toujours que ici, quand on dit par exemple que le risque est égal au danger fois l'exposition, ce n'est pas le danger dans son sens plutôt, mais ici on veut matérialiser l'exposition même de l'homme vis-à-vis même du danger. Donc, lorsque le couteau est là, par exemple, lorsque directement l'homme rentre en contact avec le couteau, naturellement, il est exposé. Et c'est ce qui va manifester son risque. Donc, ici, on va voir que le risque serait égal au travail en hauteur multiplié par la fréquence, voire même et la probabilité. Alors que c'est le danger lui-même en soi qui manifeste donc des risques. Donc, le risque ici, c'est beaucoup plus la gravité de la chute qui est mise en évidence et non le danger du travail en hauteur lui-même. Alors, on a l'incertitude des conséquences qui définit l'ensemble des déviations qu'on ne doit pas négliger en entreprise. On avait vu précédemment ce qu'on appelle le quasi-accident, quasi-incident, qui se définit comme tout événement qui, dans certaines conditions, peuvent entraîner un incident. Alors que l'incident, on a dit que l'incident, c'est tout événement qui, dans certaines conditions, peuvent entraîner un accident. Et l'accident, lui, c'est la conséquence, c'est le pire. Donc, l'incertitude des conséquences vient mettre l'importance de ne jamais négliger les déviations. Quand on sait qu'une déviation, c'est tout ce qui est contraire à la normale. Donc, lui, il vient déjà nous interpeller. Donc, ça permet déjà de poser une question. Comment on conçoit déjà l'incertitude des conséquences? Est-ce qu'un volontaire peut nous dire ce qu'il a compris de cette image-là, en fonction de tout ce qu'on a vu? Est-ce qu'on a un volontaire pour nous expliquer l'incertitude des conséquences, l'image qui est présentée là? L'incertitude des conséquences. Alors donc ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On sait que la déviation déjà, je ne sais pas si vous voyez le pointeur de la souris. Alors ici, on veut nous montrer que dans la première, c'est-à-dire au bas de la pyramide, c'est écrit déviation. On sait que la déviation, c'est tout ce qui n'est pas normal, tout ce qui ne respecte pas la norme. Ce sont des non-conformités qui représentent une déviation. Ici, on voit que par la déviation ici, dans la première image, c'est-à-dire au bas de la pyramide, on voit déjà sur le toit une brique de la toiture qui veut tomber. Pour l'instant, il n'y a pas de conséquences. C'est à ce niveau-là que le HSE peut intervenir lorsqu'il a l'esprit d'immédiateté, en travaillant de sorte à éliminer même cette déviation à travers une correction. Et donc, si rien n'est fait lorsque la déviation se produit,
ça signifie qu'on pourra désormais avoir plus de 600 incidents comme on l'avait vu précédemment. Et si rien n'est fait, vous allez voir que demain, quelqu'un viendra garer son véhicule. Vous allez voir que cette brique qui veut tomber, qui veut quitter du toit tomber, naturellement va tomber sur le véhicule et ça va entraîner des conséquences. Et si là encore, à travers cette interpellation, si rien n'est fait, vous allez voir la tuile aussi qui est en haut, qui veut toujours tomber. Demain, ça ne sera plus un équipement, ça sera un homme qui viendra s'arrêter et il va avoir le choc et il va se blesser. Raison pour laquelle on nous dit de ne jamais éviter, négliger les déviations, les quasi-accidents, les incidents, parce que ce sont les éléments qui mettent en lumière la survenue déjà d'un danger. Et nous, en chercheurs, on travaille dans un plan de prévention qui vise à anticiper même la survenue de ces situations dangereuses-là. Donc, voici un peu comment on peut expliquer directement l'incertitude des conséquences. S'il y a des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Alors, donc, de déviation, les déviations sont l'expression des défaillances dans les barrières de contrôle des risques. Donc, voici comment ça se présente toujours. Donc, lorsque il y aura toujours des défaillances, naturellement, on aura tendance à s'éloigner de la bonne façon de faire. Et si on s'éloigne de la bonne façon de faire, on se rapproche du risque, de la survenue du risque. Et on va considérer aujourd'hui ces barrières-là comme ce sont des éléments qui nous permettent déjà, qui sont impliqués dans notre procédure. Ici, on a 4 barrières, on peut dire qu'on a 5 barrières. La première barrière, c'est l'humain. Tantôt, on parlait de 5M, le diagramme d'Ishikawa, qui est un outil aussi de qualité. D'où le premier M est relatif à la main-d'œuvre, deuxième M au matériel, troisième M méthode, quatrième M milieu, le cinquième M les matières. Donc, au niveau de la main-d'œuvre, quelles sont les défaillances qu'on peut avoir qui peuvent nous rapprocher même de l'accident? Donc, naturellement, on va dire si c'est ça, pour éviter qu'il y ait des défaillances, c'est-à-dire des trous dans la main-d'œuvre, on va checker la main-d'œuvre, on va s'assurer que la main-d'œuvre soit compétente, on va s'assurer que la main-d'œuvre ne soit pas sous l'état d'alcool. Ensuite, au niveau du matériel, on va s'assurer aussi que, en faisant l'inspection pour éviter que le matériel lui-même soit défaillant. Au niveau du milieu, les conditions climatiques, s'assurer que les conditions climatiques sont favorables avant l'exécution de la tâche. Et ensuite, on va terminer aussi par la matière. Donc, mais lorsqu'il y a des défaillances dans ces éléments-là, naturellement, ça nous pousse vers la survenue d'un danger. Et ça s'explique aussi par l'incertitude aussi des conséquences, naturellement. Plus on s'éloigne de la bonne façon de faire, et plus on se rapproche aussi de la survenue d'un incident, voire même d'un accident majeur. Raison pour laquelle on dit zéro tolérance aux déviations. Alors donc, un danger ne peut être réduit, mais il peut être supprimé. Ça, ce sont des thèmes que vous allez voir très régulièrement, mais ça ne signifie pas qu'on peut supprimer un danger. Non, ça signifie qu'on peut isoler le danger. Par exemple, à la maison, vous allez voir le couteau qui est beaucoup plus à portée de tout le monde. C'est un danger. Donc, pour pouvoir le supprimer, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'instincteur, plutôt le couteau, pour le mettre, par exemple, sous l'étagère où les enfants même n'ont pas accès. Donc, c'est une manière de supprimer. Donc, ici, ce n'est pas supprimer pour le faire disparaître, mais c'est l'isoler pour éviter déjà l'exposition. Ici, éliminer un danger supprime les risques associés. Donc, voici, ça vient encore éclairer le premier point. Donc, vous dites simplement, par exemple, si on doit travailler pour éviter d'être électrocuté, qu'est-ce qu'on fait? On va couper le disjoncteur. C'est une manière aussi de supprimer le danger. Donc, les mesures de prévention réduisent les risques, mais ne font pas disparaître le danger. Alors, quand il existe un danger, le risque peut être réduit et devenir acceptable, mais zéro risque n'existe pas. Raison pour laquelle, dans l'analyse des tâches, il faut avoir un certain regard. En mine, par exemple, dans les structures où le niveau d'exigence est élevé, on nous dit de diminuer le risque à un niveau acceptable. S'il n'est pas un niveau acceptable, la tâche ne peut être réalisée. C'est lorsqu'on propose des mesures et lorsqu'on diminue la criticité de notre risque en passant d'un risque inacceptable à un risque acceptable déjà que le risque peut être exécuté. Mais
Zéro risque n'existe pas. Alors donc, deux notions à identifier directement, comme on le voit directement si cette figure. Ici, on voit directement, naturellement, pour lorsqu'on est en projection, les réponses ne s'affichent pas. Mais ici, comme c'est de façon directe, donc naturellement, ça va s'afficher. Sinon, c'était une question qui devrait être posée pour dire que ici, quel est le danger dans cette zone-là? Donc, on va voir que le danger ici, c'est le ravin. Donc, naturellement, quand le véhicule passe, il peut tomber dans le ravin. Donc, l'exposition, c'est la voiture qui circule et le risque, ça sera déjà de basculer dans le vide. Alors donc, quelles sont les mesures de prévention que, en tant qu'HSE, vous pouvez proposer déjà pour empêcher la survenue du risque? Une question. Alors, en tant qu'HSE, quelles sont les mesures que vous pouvez proposer pour éviter la survenue du risque? Allez-y, monsieur Laurent, ensuite monsieur Maïga. Merci bien pour la parole, monsieur Pado. Et je pense que déjà, en tant qu'associé, on peut mettre en place un dispositif de mettre des rambardes de sécurité. Voilà ma réponse. Pas de sécurité pour monsieur Laurent. Alors, monsieur Maïga, qu'est-ce que vous proposez? Merci pour la parole. Oui. Voilà. Et moi, je pense que ici, oui. Ce qu'il faut prendre comme mesure, c'est d'abord signaler le niveau de la pente. Signaler en quoi faisant? En mettant un panneau. Un panneau. Qui indique le pourcentage de la pente. Qui indique le pourcentage de la pente. Oui. Deuxième proposition. Et ensuite, comme M. Laurent l'a dit, mettre des barrières. Mettre des barrières. Des barrières, oui. Et ensuite, définir le type de véhicules qui ont accès à la voie. D'accord, merci, monsieur Maïga. OK. Alors, monsieur Suleiman a la parole. Voilà, je vais m'allier derrière soit monsieur Laurent. Voilà, moi je propose qu'on met des panneaux qui montrent la limite de vitesse. Ensuite, on doit baliser la zone en mettant en déposant les cônes. Voilà. Oui. Donc, c'est essentiellement ça, ce sont ces mesures-là. Donc, le HSE doit avoir cette réactivité-là vis-à-vis déjà d'une situation à risque. Maïga a toujours la main levée. Donc, vous pouvez prendre la parole, monsieur Maïga. Monsieur Maïga a la main levée, il peut prendre la parole si c'est une question. C'était depuis pour tout à l'heure, là, j'ai oublié de baisser. Ah, ok, d'accord, merci. Alors, donc, c'est cet ensemble de mesures-là qu'on peut prendre. Donc, premièrement, on va faire la limitation de vitesse. La limitation de vitesse, déjà, va obliger les usagers de la route déjà à respecter. On va signaler aussi que le virage, c'est un virage qui est très dangereux. On va mettre des rambardes de sécurité. On va peut-être la nuit, on va éclairer la zone. Ensuite, on verra aussi le niveau d'exposition même de la voie. Par exemple, si c'est un passage obligatoire qui rallie lieu de travail et domicile, on voit que c'est très
fréquemment utilisés. On va voir dans quelle mesure on peut trouver d'autres propositions pour pouvoir sécuriser les usagers. Dans le cas d'un lieu de travail, on va voir si on peut avoir une autre alternative, de sorte à freiner même les rotations. Donc, on va casser l'exposition parce qu'on sait que si quelqu'un bascule dans le vide, c'est forcément dangereux. Donc, dans ce cas, on ne peut plus. On peut proposer des mesures telles que ce qu'on a cité, mais on peut jouer aussi sur l'exposition en faisant beaucoup de rotations pour éviter l'exposition. Alors donc, prévention, c'est tout ce qu'on a cité. S'assurer que la voiture soit en bon état. Le conducteur aussi, il a l'habilitation, le panneau indiquant. Là, lorsque c'est sur un site de travail, on peut voir toutes ces conditions-là. Donc, c'est cet ensemble de mesures aussi qu'on peut proposer. Voilà, donc mettre les balises. Une fois que tout ça s'est mis, naturellement, ça permet pas vraiment d'éviter parce que quelqu'un peut décider de ne pas respecter. Raison pour laquelle nous, dans l'analyse en tant qu'HSE, on tient toujours compte de 5 paramètres. La main-d'œuvre, le matériel, les méthodes, ensuite le milieu et la matière. Parce qu'un élément, une matière peut être un sujet d'exposition aux travailleurs. La main-d'œuvre elle-même peut être sujet d'exposition. Le matériel peut être sujet aussi d'exposition aussi des travailleurs. Donc, lorsqu'on met déjà des rambardes de sécurité, on fait cas à quelle mesure de protection collective? C'est en même temps une question. Lorsqu'on met une rambarde de sécurité, on fait allusion à quel principe de protection collective? Allez-y. Monsieur Maïga, la parole. Monsieur Maïga, le micro ouvert. Alors donc, lorsqu'on met les rambardes de sécurité, ça fait cas déjà de... Ok, allez-y, monsieur Laurent. Ok, merci, monsieur Bado. Oui. Lorsqu'on met en place des rambardes de sécurité, ça fait place à la protection par obstacle. La protection par obstacle. Obstacle, oui. Donc, c'est ça. Merci, monsieur Laurent. Donc, au passage, on avait dit que la protection, l'équipement de protection collective est régi par 4 principes. Le premier principe, c'est le principe déjà de l'éloignement qui vise à baliser. Le deuxième principe, c'est par obstacle, les rambardes de sécurité. Le troisième principe, c'est d'atténuation. Donc, lorsque, par exemple, le sol est glissant, on va revêtir le sol. Si la zone est bruyante, on va engouffrer la machine. Ensuite, lorsque tout ça s'est mis en place, le dernier principe, c'est le principe par consignation coupée à la source. Donc, c'est ça. Merci, monsieur Laurent. Alors, les dangers chez vous, que sont-ils? Donc, on va regarder encore une seconde vidéo. Donc, pour cette vidéo, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et qu'est-ce qu'on doit faire en tant que... Alors, la question est posée. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on doit faire?
Involontaire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on a fait? Allez-y. Oui, allez-y, monsieur Suleiman. Voilà, à mon niveau ici, le gars n'a pas balisé la zone. En plus de ça, elle n'a pas porté ses équipements, ses EPI. Voilà. Mhm. Merci, monsieur Suleiman. D'autres propositions, qu'est-ce qui doit être fait? Allez-y, monsieur Maïga. Ok. Et donc, en plus de ce que mon président avait dit, le balisage, il y a, il y a eu peut-être une mauvaise appréciation par rapport à la capacité, sur la capacité de la grue par rapport à la tâche à exécuter. Ça. D'accord. Et pour ça, qu'est-ce que, en tant qu'association, on doit faire pour éviter? Donc, pour éviter déjà ce que la grue devait soulever là, il faut déjà estimer le poids et puis voir la capacité de la grue et voir si exactement ça peut vraiment faire ça en toute sécurité. Ça peut le soulever en toute sécurité avant d'autoriser la tâche. Avant Voilà. d'autoriser la tâche. Merci, monsieur Maïga. Monsieur Laurent veut intervenir. Donc, Alors, donc, merci. allez-y, allez-y. Merci bien, monsieur Bado, pour la parole. Bon, je vais juste m'aligner sur ceux qui ont déjà répondu. Et je constate qu'il y a un manque de protection et d'équipement de protection individuelle. Il y a également, au niveau de la charge, il n'y a pas eu effectivement une analyse pour s'assurer que la grue est à mesure d'exécuter la tâche en toute sécurité. C'est ça. Merci. Merci, monsieur Laurent. Merci, monsieur Maïga. Donc, voici en soi les réalités du terrain, parce que quand le pire arrive, c'est très coûteux pour l'entreprise. Donc, pour le chauffeur, si peut-être il arrive à sortir indemne de la situation, Dieu merci, dans le cas contraire, c'est le pire pour lui. C'est aussi le pire pour sa famille, c'est le pire aussi pour l'employeur. Et aujourd'hui, en tant qu'employeur investi dans une grue de plus de 80 millions et que tu arrives à perdre cette grue-là de cette manière, naturellement, il va sans dire que tes activités sont en arrêt. Il y a beaucoup d'autres facteurs même qui accompagnent. Donc, raison pour laquelle l'analyse des tâches est très, très importante. Donc, si l'analyse des tâches avait été faite, par exemple, allez-y, monsieur Maïga. Voilà. Et on constate aussi que si on voit bien comment la grue a basculé, Oui, et je pense que généralement, avant de mettre la grue en marche, c'est ça. il faut, je ne sais pas si le bon choix de la position de la grue a été analysé aussi. C'est ça. Mhm. C'est ça. Absolument ça. Merci, monsieur Maïga. Donc, c'est essentiellement ça. Si l'analyse des tâches avait été faite, naturellement, ça allait éviter tous ces éléments-là. Pour ce type d'opération, c'est obligé de faire une analyse des tâches. Obligé de faire une analyse des tâches parce que c'est une tâche qui est jugée très critique. Donc, pour revenir déjà à la grue,
Si l'analyse des tâches avait été faite, on allait dire la première étape, quels sont les éléments qu'on a, le matériel, rassemblement du matériel, déjà, il faut baliser la zone. Donc, si la zone est balisée, il faut aussi déjà, avant déjà de pouvoir même installer la grue, il faut tenir compte du matériel, le matériel qu'est la grue elle-même. Donc, il faut faire une inspection même de la grue. Donc, l'inspection déjà de la grue, on va inspecter les chaînes même sur les poulies de la grue. On va inspecter, s'assurer que les chaînes là sont certifiées parce que pour des grues particulièrement, avant de travailler, il faut s'assurer que la grue elle-même, elle est certifiée. En fonction si c'est une grue de 80 tonnes, de 70 tonnes, de 100 tonnes. Et pendant l'inspection, il faut rentrer dans la cabine pour voir si le tableau de charge marche. Parce que souvent, généralement, les tableaux de charge ne marchent pas. Sinon, avant de pouvoir soulever, même dans l'accrochage, la grue elle-même fait l'estimation de la charge. Et voici, elle est en capacité de pouvoir soulever cette charge. Donc, ça s'affiche sur le tableau de charge. Donc, une grue dont le tableau de charge est gâté naturellement, ça va entraîner tout ça. Et donc, quand cette inspection est faite, vous allez voir que le HSE ne va pas valider cette grue-là. Il va dire cette grue-là, on ne peut pas travailler avec elle parce que voici les points de défaillance. Mais si cette inspection-là déjà n'est pas faite, vous allez voir qu'il y a beaucoup de non-conformités qu'on va négliger et qui vont nous coûter très cher plus tard. On va regarder les béquilles. Est-ce que les béquilles, ce sont les éléments qui permettent de stabiliser la grue? C'est ce que M. Maïga disait. Est-ce que les béquilles marchent? Est-ce que les positions même des béquilles sont sur des points assez stables où le sol là même ne peut pas s'effondrer lui-même pour déséquilibrer la grue? Il y a toutes ces choses-là à prendre en compte. Donc, quand c'est une grue particulièrement, il y a beaucoup de détails qu'on utilise pour la checklist. On s'assure aussi que le chauffeur lui-même, au niveau de la main-d'œuvre, a l'habilitation nécessaire. Son permis qu'il a, ça date de combien? S'assurer aussi que le chauffeur lui-même, il a ce qu'on appelle un signaleur. Peut-être c'est le signaleur dans cette vidéo qui est posé de l'autre côté. Lui aussi, on doit s'assurer aussi de son habilitation. Et ensuite, maintenant, on va regarder les conditions climatiques, la position du vent, tout et tout, voir est-ce qu'il pleut, le sol, est-ce que le sol a cette capacité-là de pouvoir retenir avant de pouvoir travailler en toute sécurité. Avant l'accrochage, pendant l'accrochage, par rapport à la charge, comment on doit se comporter, chaque étape sera identifiée et par rapport à chaque étape, on va identifier les risques, proposer des mesures correctives. Et pendant même l'opération, le HSE sera là pour faire une observation. S'il voit que la manœuvre est dangereuse, stop. Ensuite, on reprend encore, on discute. C'est-à-dire, dans ce genre d'opération, vous allez voir que le HSE lui-même, il a une radio, le conducteur de la grue a une radio, le signaleur a une radio, et on discute une fréquence sécurisée. Et donc, on discute toujours. Donc, le signaleur, lui, c'est lui qui va donner la direction déjà au grutier pour dire, va à ta gauche, va à ta droite, va en haut, va en bas. Et le HSE, lui, il peut intervenir dans la discussion pour dire, je ne pense pas que la grue soit en bonne position, etc. Le grutier, voici ce qu'il faut faire. C'est comme cela, en fait, qu'on discute sur les sites de travail pour que le travail se fasse en toute sécurité. Mais l'analyse des tâches d'abord. Alors, donc, on n'oublie pas que le risque est égal à la gravité multipliée toujours par l'exposition. Donc, ça vient justifier encore ce qu'on avait pour dire. Lorsqu'on s'éloigne de la bonne façon de faire, on se rapproche aussi du danger. Donc, plus on fait de la bonne manière en analysant les tâches critiques, mieux on évite la survenue des accidents. Et on termine avec le principe de Pareto, qui est le principe de minorité, qui est un outil de qualité aussi, qui nous dit simplement que Pareto divise les tâches en entreprise. Parce qu'il se dit qu'il y a beaucoup de tâches qu'on fait en entreprise, mais parmi ces tâches-là, les tâches critiques-là ne sont pas nombreuses. Et ce sont ces tâches critiques-là qui représentent 20%. Par contre, les tâches moins critiques-là, on les fait de façon récurrente, de façon nombreuse, elles représentent 80%. Pourquoi on doit mettre l'accent sur les tâches critiques? Donc, Pareto nous dit en fait que si on ne fait pas attention, les 20% de tâches critiques, certes, ils sont minorités, mais leurs conséquences entraînent 80% de pertes. Donc, plus on se concentre sur les 20% des tâches critiques, mieux on arrive à éviter 80% de pertes.
Parce que les 80 autres pourcents des tâches qui ne sont moins critiques, en vrai, même s'il y a des pertes, ça va généralement représenter 20%. Voici ce que Pareto dit. Donc, nous, en entreprise, pas qu'on va négliger les tâches moins critiques, mais on va mettre l'accent sur les tâches qui peuvent engendrer, dont le potentiel même de perte est énorme. Et c'est ce que Pareto nous dit. Raison pour laquelle on a fait la part des choses entre les tâches critiques et celles qui sont plus critiques et s'organiser autour des tâches critiques de sorte à éviter les 80% de perte. Vous imaginez déjà la vidéo précédente, par exemple. Voici une tâche, peut-être c'est occasionnellement qu'ils le font, c'est parce que peut-être ils devraient faire tomber ce bloc rocheux-là, ce béton-là qu'ils ont appelé la grue. Mais pour cette tâche-là, vous allez voir que, regardez toutes les conséquences. Si le monsieur, il y a perte en vie humaine, il perd son matériel, etc., les conséquences sont très, très énormes. Donc, voici ce que Pareto nous dit. Sur le plan de la qualité, Pareto aussi veut nous dire qu'en entreprise, il faut se concentrer sur les tâches les plus importantes parce que c'est les tâches les plus importantes qui procurent beaucoup, beaucoup, beaucoup la productivité. C'est 80% des tâches les plus importantes qui accompagnent même le développement d'une entreprise. En qualité encore, Pareto veut dire tout simplement que dans notre clientèle, il faut qu'on arrive à faire la part des choses entre les clients les plus importants et les clients les moins importants. Parce qu'on ne peut pas gérer tous les clients de la même manière. Dans votre base clientèle, vous allez voir qu'il y a vous avez beaucoup, sur 100 clients, et 80 clients là, ils sont là, ils payent tous les jours. Mais tout ce qu'ils payent là, c'est les 20 francs, les 10 francs, les 15 francs. Mais par contre, vous allez voir que vous avez au moins 2 clients qui vont représenter 20%. Mais eux, quand ils arrivent chez vous là, s'ils ont consommé trop, c'est au moins 80 000, 100 000. Et ils sont un peu permanents. Donc, plus vous vous occupez bien de ces 20% des clients-là à un fort potentiel, et mieux ça accompagne votre productivité. Donc, voici un peu en quoi consiste le principe de Pareto. Pourquoi il est utile en HSE? Il est utile, pour les tâches critiques. Deuxièmement, lorsqu'on fait l'identification des risques et on le consigne directement dans le tableau, naturellement, après, on va budgétiser tous les équipements de protection qu'il faut. Donc, le fait d'avoir priorisé les risques, ça va nous permettre déjà de nous concentrer sur les risques qui peuvent entraîner dont la criticité est élevée. Et ces risques-là ne seront pas nombreux. Et donc, lorsque le patron va nous dire, bon, tu as demandé 20 millions après avoir budgétisé ton plan de prévention, bon, non, te donne 5 millions. Vous allez voir que l'ordre de priorisation va vous aider déjà à vous concentrer sur les 20% des risques majeurs là, et non sur l'ensemble. Donc, voici un peu en quoi consiste le principe de Pareto. Donc, l'analyse des tâches critiques déjà dans le cadre d'un projet, voici comment ça se fait. Il faut lister les emplois. Donc, dans les emplois, il faut les postes de travail. Dans les postes de travail, les tâches qui se font dans les postes de travail. Ensuite, il faut identifier maintenant parmi les tâches, là, les tâches qui sont les plus critiques. Et lorsqu'on va identifier les tâches les plus critiques, on va mettre en place un permis de travail de façon générale. Et on va mettre l'analyse maintenant pour ces tâches critiques-là. Donc, ensuite, on va développer des mesures de contrôle. Lorsqu'on fera l'analyse des tâches, chaque activité, on va faire la mise en place, la mise à jour et la gestion documentaire. Alors, donc, ça concerne qui les chefs de projet, la discussion entre travailleurs, voici un peu les éléments à prendre en compte. Alors, donc, les étapes de l'analyse, il y a 3 volets. 1, identification des expositions par rapport à chaque tâche. Deuxième, il faut évaluer les risques liés à chaque tâche. Et enfin, il faut proposer des mesures de prévention. Et pour ce faire, pour l'évaluation, déjà, on tient compte toujours de la matrice des risques. Parce que si vous évaluez quelque chose, il faut que celui à qui vous allez remettre l'évaluation arrive à comprendre pourquoi vous avez donné la note 4, pourquoi vous avez donné la note 3, pourquoi la criticité est égale à 16. C'est pas cette matrice de risque-là qu'il faut toujours accompagner pour faciliter la compréhension de ceux qui ne sont pas du domaine. Donc, on sait que pour évaluer un risque, on tient compte de 2 paramètres. La gravité déjà et la probabilité. Donc, naturellement, le comité va décider de prendre une note de 1 à 4. Donc, il va décider que 4, c'est que la gravité, elle est très grave. 3, moins grave. Peut-être 2, un peu grave. Et 1, faible. La probabilité, 4, très probable. 3, probable. 2, probable. Improbable. Et 1, improbable.
Et donc, on va prendre un risque, le risque d'incendie. Monsieur Maïga pourra dire que le risque d'incendie, la gravité, par exemple, elle est très grave. Donc, je donne la note de 4. La probabilité n'arrive pas tout le temps. Je donne la note de 2. Donc, 4 fois 2, ça donne 8. Donc, la criticité de ce risque-là, c'est 8. Donc, vous allez voir qu'un travail en hauteur qui expose beaucoup les travailleurs, Monsieur Laurent dira que c'est très grave, on donne la note de 4. La probabilité, ça peut arriver très fréquemment, on donne la note de 3. Donc, 4 fois 3, ça donne 12. Donc, vous allez voir ici, on a le 4 multiplié par 3, ça donne 12. Et donc, le gros carré, tous ceux qui vont se retrouver dans la priorité rouge, ça signifie que ils sont considérés comme inacceptables. Donc, eux, dans la priorisation déjà, ils définissent la première ordre de priorité. Le milieu va représenter la couleur jaune, ceux qui sont moins prioritaires, et le vert, ceux qui ne sont pas trop prioritaires, mais sans toutefois aussi les négliger. Donc, maintenant, on utilise maintenant le principe de Pareto, les 20% qui vont définir ceux qui sont bien prioritaires. Donc, lorsqu'on fait une évaluation, il faut toujours joindre cette matrice des risques-là. On va voir le support de l'évaluation. Vous allez voir que c'est consigné dedans. Et ça, même Tom Jerry l'a compris, comment gérer un risque. Alors donc, pour faire l'évaluation des risques, il faut faire quoi? Identification des risques, chose que Tom Jerry fait. Il vient, il analyse les risques. Après avoir analysé maintenant les risques, il va venir maintenant s'assurer que ces risques-là, maintenant, en les évaluant maintenant. Alors donc, c'est une petite vidéo pour faciliter la compréhension. Donc, il faut toujours faire une mise à jour parce que le monde, le contexte évolue, peut changer à tout moment. Donc, quand on évalue, il faut faire des mises à jour. Sinon, la réalité va nous rattraper. Donc, toujours avec ce logigramme-là, déjà, il faut cerner le problème. Ensuite, l'analyser s'il y a des causes. On retient les causes. Sinon, on trouve des solutions pour pouvoir contrecarrer la survenue déjà de ces risques-là. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc c'est à cette étape-là du processus d'analyse qu'on s'acquitte des objectifs, c'est-à-dire éliminer à la source les risques de perte et la remise en question de nos méthodes. D'autres vont proposer telle méthode, d'autres vont dire non, ce n'est pas juste, il faut faire ça. Et c'est comme si on discute pour trouver la bonne façon de faire. Et ensuite, lorsque tout ça c'est fini après évaluation, on va s'assurer que le risque résiduel, je rappelle que quand on parle de risque résiduel, c'est le risque qui reste après avoir proposé des mesures collectives. Donc, pour quelqu'un qui doit tomber, risque de chute, si vous l'évaluez, par exemple, la gravité 4, la probabilité 3, 4 fois 3, ça donne 12, et vous dites qu'il doit porter un harnais de sécurité, il faut une nacelle élévatrice, il faut le port d'équipement, il faut des filets, naturellement, ça va diminuer déjà la criticité du risque élevé. Donc, quand vous allez évaluer le risque qui reste après avoir proposé ces mesures-là, vous allez voir que le risque va passer de 12 à au moins peut-être 6, parce que la gravité va diminuer et l'exposition va diminuer. Alors, voici l'analyse des tâches et risques à prévenir. Voici comment ça se présente. Description de la tâche à faire. On doit découper un arbre. Alors, quelles sont les étapes? Première étape, on doit marcher pour arriver sur le site. Quels sont les risques? On peut tomber, on peut trébucher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut marcher dans l'espace dédié aux piétons. Deuxième étape, il faut rassembler le matériel. En rassemblant le matériel, en testant le matériel, on peut se faire couper par la tronçonneuse. On peut. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'assurer, il faut inspecter le matériel. Troisième étape, il faut
monter sur un certain niveau pour pouvoir couper, quels sont les risques, on peut tomber, etc., jusqu'à la fin. Et quand on finit, tous les travailleurs vont écrire leur nom, ils vont signer, le responsable des travaux va signer et le HSE signe à la fin. Donc, ça se fait déjà avant le début des travaux. Est-ce qu'il y a des questions? On va revenir plus en détail sur le contenu. Alors donc, c'est un peu tout ce qu'on a vu, le listing directement des différents éléments, l'analyse des risques qu'il faut faire, et on termine directement déjà par cette vidéo. Généralement, cette vidéo, c'est un exercice que je donne avec un support où chaque étudiant est amené à le faire. Et ensuite, me ramener soit sous forme de Word, et je corrige et j'envoie en retour. Donc, je vais mettre l'exercice dans le plus possible. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette vidéo? Qu'est-ce qu'on doit faire? Allez-y. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour éviter le pire? Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire pour éviter le pire? Proposition? Est-ce qu'il y a des volontaires? Allez-y, monsieur Laurent. Okay, merci bien, monsieur Bateau, pour la parole. Bon, déjà, ici, je vois que l'accès à la force n'est pas sécurisé. Il y a une absence d'échelle. Et je vois également que aux abords, il y a des objets aux abords de la fosse et il peut y avoir des risques de chute. Awesome.
Et en cas d'évacuation d'urgence, bon, on va se rendre compte également que il y aura une grande difficulté parce qu'il n'y a pas, il y a pas d'échelle. C'est ça. Merci, Monsieur Laurent. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire pour éviter ce pire-là? Et je pense que pour éviter cette situation, on va aller sur la base des dangers identifiés. C'est ça. Et on pourra déjà mettre un dispositif d'accès sécurisé, à C'est savoir ça. l'échelle, Michel. interdire euh, les charges suspendues pendant que les travailleurs sont à l'œuvre. Voilà, je vais m'arrêter là pour permettre aux autres de compléter. Merci. Merci, Monsieur Laurent. Monsieur Maïga, la parole. Alors, Monsieur Maïga a la parole. Monsieur Maïga nous reçoit. Sinon, il a la parole. Ok. Et donc, si on analyse bien le site, on voit déjà aux abords que il y a, il y a il y a du sable qui est déposé. Il y a de la matière qui est déposée qu'on pouvait déplacer quand même parce qu'il y a le risque de chute. Et en plus, comme les bordures ne sont pas trop fortes, ça peut, ça fait un poids en plus. Ça fait un poids en plus. Donc déjà, les meilleures dispositions à prendre, c'était vraiment d'essayer de renforcer les bordures là pour que ceux qui interviennent en bordure puissent avoir des appuis assez résistants sans qu'il n'y ait éboulement. C'est Monsieur Maïga. Alors, on a Lenovo qui est invité. Merci de vous présenter, de mettre, afin qu'on puisse mettre un nom sur votre appareil. Alors, bonsoir, Monsieur Bado. C'est Bado Esaïe. Je vous ai pris en cours pour OK. participer à ce Zoom. Merci. Merci, Monsieur Bado. Alors donc, c'est pour revenir encore sur le contenu déjà de la vidéo. Donc, voici des exemples de tâches qui sont très, très critiques en entreprise, pour lesquelles on porte une attention particulière. Avant l'exécution, on fait ce qu'on appelle l'analyse de ces tâches-là, de sorte à anticiper, à éviter, à mettre en place tous les scénarios possibles. Parce que chez nous, à HSE, on dit toujours que le risque zéro n'existe pas, quelles qu'en soient les mesures. Donc, je rappelle que cette vidéo déjà fait cas de l'exercice. Donc, je vais le mettre l'exercice déjà dans le groupe. Donc, cette vidéo, on va vous l'envoyer avec le support PowerPoint. Donc, lorsque vous allez rentrer vers la fin, comme ça, vous pourrez lire la vidéo et ensuite proposer des mesures pour éviter. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut proposer pour éviter déjà que le pire n'arrive. Donc, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Avant la prochaine séance, on pourra revenir si toutefois l'exercice a été fait pour corriger et proposer ce qu'il fallait faire pour éviter. Donc, on est au soir déjà de notre module sur l'analyse des tâches critiques. Donc, pour dire tout simplement qu'en entreprise, voici comment de façon pratique les choses se font. Donc, l'analyse des tâches critiques déjà est très, très différente de la notice de poste. La notice de poste, là, c'est l'ensemble des éléments qu'on va mettre affichés dans chaque poste de travail pour sensibiliser les travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés. L'analyse des tâches critiques, c'est un renfort qui vient analyser les tâches qui se veulent être critiques, qui exposent le maximum de travailleurs.
de sont déjà les préparer. Parce que celui qui est préparé 5 minutes déjà avant d'exécuter une tâche, il reste en éveil sécuritaire. Donc, ça aussi, c'est très, très différent du permis. On peut l'accompagner même du permis de travail. Donc, voici en soi les éléments qu'on devrait partager déjà tout au cours de ce module. Je vais partager aussi un deuxième support pour faire cas déjà de ce qu'on utilise en entreprise, qui est le GHR. Donc, voici en gros le document qu'on appelle le Job Hazard Analysis. C'est un outil que vous allez utiliser très fréquemment en entreprise. C'est l'outil qu'on utilise pour pouvoir décrire déjà l'activité. Donc, lorsqu'on est dans un, par exemple, un gros projet, on peut utiliser ce GHA-là qui va subdiviser étape par étape quelles sont les différentes étapes, quels sont les risques auxquels nous sommes exposés. Donc, la zone directement de l'activité, les numéros d'urgence, tout peut être consigné là-dessus. Pendant le projet, est-ce qu'on fera des travaux en hauteur, on va consigner, les travaux à chaud, on va consigner, le cadenassage requis, on va consigner. Donc, voici en gros les différents détails qu'on doit prendre. Tous les opérants vont mettre leur nom. Ensuite, on revient toujours. Quels sont les équipements que je dois porter pour éviter la survenue des risques? Casque, on va cocher. Tous les éléments possibles, on va les cocher. Quels sont les équipements qu'on doit utiliser pour faire le travail? On coche tous ces éléments. Donc, naturellement, celui-même qui coche, naturellement, ça sous-entend qu'il est bien conscient des risques auxquels il est exposé et il s'engage à utiliser ce qu'il a coché comme équipement de protection pour travailler en toute sécurité. Ensuite, là, maintenant, on vient décomposer notre activité maintenant par tâche. Dans chaque tâche, ce qui peut nous blesser, on évalue maintenant cette tâche-là, on propose des mesures, on mesure le risque résiduel et voit déjà si le risque résiduel à un niveau acceptable afin de travailler en toute sécurité. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, voici en gros l'outil qui est le GHA. Donc, le GHA et le Job Safety Analysis sont à peu près les mêmes choses. Voilà, sont à peu près. L'APD, c'est le tableau qu'on avait présenté. Tâches, risques, automatiquement, mesures de prévention. Voilà, on peut mettre l'évaluation comme on peut ne pas mettre l'évaluation. Donc, tout ce document est dans le groupe. Je viens de mettre ça dans le groupe. On a aussi plusieurs éléments en HSE qu'on utilise pour accompagner le travail. Donc, on a aussi le formulaire des Tech 5 que aussi je vais présenter. Donc, les Tech 5, c'est les 5 éléments qu'on prend en compte avant de travailler en toute sécurité. Les voici. Prenez du recul et observez. 1. Est-ce que je comprends bien la tâche, ce qui m'a été confié? Si oui, je coche. Sinon, je coche. Donc, lorsqu'on va voir que l'ensemble des oui et non sont plus nombreux, ça signifie que le total est rouge. Et rouge, ça signifie qu'automatiquement, on doit faire quoi? Le GHA. On doit analyser nos tâches critiques. Donc, voici des petits trucs qu'on met en entreprise pour des tâches, par exemple, qui sont moins critiques. Et lorsque tous ces éléments-là sont, on juge que les tâches moins critiques là, nécessitent une analyse des tâches critiques, ça signifie qu'il faut utiliser le GHA pour analyser. Donc, beaucoup de sites, ils font ce qu'on appelle, ils mettent en place le Take 5. Et ensuite, tous les travailleurs, quelle que soit l'activité qu'ils font le Take 5 d'abord. Si le Take 5 donne le feu vert pour travailler, ça signifie qu'ils ne sont pas obligés de faire le GHA. Mais si le Take 5 révèle que les risques sont toujours élevés, là maintenant, dans ce cas, on fait le GHA. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, voici un peu les modules qu'on devrait partager aujourd'hui. Je vais partager aussi le modèle qu'un de nos étudiants a fait dans le cadre, après, lorsqu'il était sur terrain. Excusez, je suis en train de le chercher. Le hasard, voilà. Voilà, pour M. Zongrana. Donc,
Voilà, donc voici le modèle du Job as Analysis que un de nos étudiants avait fait lorsqu'il s'est retrouvé dans son stage. Donc, généralement, pendant les cours et après, lorsqu'on est sur le terrain, on voit que réellement tout ce qu'on a appris, ça nous sert carrément. Donc, après, il nous a envoyé, j'ai fait une petite correction, raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de rouge. Donc, la description, déjà, naturellement, description de l'emploi, qu'est-ce que vous devrez faire? C'est le travail de construction du mur en maçonnerie. Bon, ici, ce n'est pas trop les détails. Construction d'un mur, tout simplement, ça suffit. Dans quelle zone? La base de vie, s'il y a des numéros d'urgence, il faut le mettre. Alors, donc, dans les activités à planifier, on va cocher tout ce qui nous concerne, le nom de toutes les personnes, les architectes des sites, ceux qui sont pour suivre les travaux. Alors, donc, quels sont les outils qu'on doit utiliser? Quels sont les équipements qu'on doit utiliser? Quelles sont les consignes qu'on doit utiliser pour pouvoir respecter les équipements? Ensuite, on revient maintenant pour l'analyse des tâches. Maintenant, vous voyez que chaque étape est définie. Et ici, vous allez voir que la première étape, par exemple, ici, première étape, cadre de sensibilisation d'abord sur l'importance des EPI, le pictogramme des panneaux. Qu'est-ce qui peut me blesser? L'ensemble des activités entreprendre dans la construction. Il évalue, il propose des mesures de correction et des EPI après le risque résiduel. Ensuite, on fait la fouille d'abord avant la construction du mur. Quels sont les risques glissade, trébuchement, risque de sectionner un câble de réseau, la poussière. Donc, voici en gros, il décompose toute l'activité par étape. Par étape. À chaque étape, il donne les risques qui sont liés. Il évalue ces risques-là. Il propose des mesures de correction, de prévention. Ensuite, il vient réévaluer le risque résiduel et il travaille en toute sécurité. Donc, voici un peu en quoi consiste. Et quand on finit, tous les travailleurs mettent leur nom, leur numéro. Et ça signifie qu'ils s'engagent à respecter tout ce qu'ils ont coché. Et si vous allez voir que la matrice des risques, ce ne sont pas des valeurs, ce sont des chiffres. Donc, c'est la même utilisation qu'on en fait. Donc, naturellement, la probabilité, la fréquence, ça détermine ici. On dit lorsque ça se situe dans une zone rouge, ça signifie que c'est extrême. Si les risques résiduels sont évalués comme étant extrêmes, la tâche n'est pas autorisée. Donc, voici en gros les détails. Est-ce qu'il y a des questions? Nous sommes au thème de notre module ce soir. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Sur l'analyse des tâches critiques, est-ce qu'il y a des questions? Je rappelle que tous les supports, tous les contenus seront mis à votre disposition. Donc, s'il n'y a pas de questions, merci de mentionner un pouce. Il montre aussi que vous avez compris. Je vois que M. Maïga a ouvert son écran pour poser sa question. M. Maïga a la parole. Ok, merci pour la parole. Voilà, maintenant dans l'analyse ou du moins de la vérification du matériel là. Oui. Par exemple, un engin qui est supposé être contrôlé dans un garage, est-ce que la HSE a le droit de demander le carnet de maintenance pour voir si l'équipement est à jour? Absolument. L'HSE a le plein droit de demander tous les documents nécessaires pour veiller à la sécurité de ce travail qui se font sur son site. Je prends un exemple chez nous, par exemple. Donc, moi, je suis en cimenterie et chez nous, vous allez voir que on fait appel à beaucoup de, excusez, on fait appel à beaucoup de partenaires, voilà, donc qui assurent le transport de nos matières premières. Donc, on n'a pas ce fort contrôle-là, cette autorité-là sur ces transporteurs-là. Mais ils sont obligés de respecter nos standards. Et donc, qu'est-ce qu'on leur dit? Ils vont aller, ils doivent nous envoyer
un formulaire qui montre qu'ils ont fait leur maintenance. Donc, ils vont au niveau de... Il y a une structure étatique à la Padoie. Si quelqu'un se souvient du nom, il peut peut-être le mentionner. Au niveau des gros camions. C'est CCVA. Voilà, le CCVA, justement, c'est ça. Donc, qu'est-ce que nous, on a dit? On dit à ceux qui gèrent, parce que ce n'est pas le HSE qui gère tout ça, donc le responsable achat logistique, on lui dit tout simplement d'imposer à tous les conducteurs d'envoyer déjà une confirmation au niveau du CCVA. Mais même avec ça, quand ils arrivent sur nos sites, on a nos maintenanciers aussi qui se rassurent que toute l'inspection qu'ils ont fait au niveau du CCVA est conforme. Donc, il y a beaucoup qui viennent avec le rapport d'inspection du CCVA. À notre niveau, nous, on juge inconforme, non conforme plutôt, et on leur dit de repartir, se conformer avant de venir sur nos sites. Donc, le HSE a le plein pouvoir de pouvoir définir tous les documents nécessaires, surtout pour des équipements qui sont très, très spécifiques. Par exemple, pour le grue, c'est zéro pitié parce que la zéro négligence ou la moindre tolérance que vous allez laisser lorsque le dégât va survenir, elle est irréversible. Donc, voici un peu. Ok, merci beaucoup, M. Wado. Alors, est-ce que M. Laurent a une question? Ok, merci bien, M. Bado. Et moi, je voudrais savoir si le HSE a un moyen de contrôle, par exemple, sur la compétence d'un travailleur. Bon, je reviens un peu sur la vidéo au niveau de la grue. Voilà. Oui. C'est-à-dire qu'on peut même penser même que le conducteur n'est pas aussi compétent au regard de ce qui s'est passé. Est-ce C'est ça. que, voilà, est-ce que le HSE a un moyen de s'assurer si réellement le travailleur a la compétence requise pour la tâche? Alors donc, le HSE, comme je l'ai dit à M. Maïga, il a le droit, il a l'autorisation pour poser toutes les questions, exiger tout document, tout rapport qui assure la sécurité des travailleurs. Donc déjà, pour les opérateurs, il va se rassurer que, et ce n'est même pas forcément pour les chauffeurs seulement, s'il y a des activités, il doit se rassurer que chaque opérateur a la qualification nécessaire avant le début des travaux. Donc, pour le cas de la grue, on demande le certificat d'aptitude même du chauffeur, du grutier. On va voir la date de validité de son certificat. Est-ce que c'est conforme? On va checker déjà l'école qu'il a fait. On va voir déjà la date à laquelle il a eu le diplôme, à la date à laquelle il doit faire l'activité. Est-ce qu'il a l'expérience d'abord? Ensuite, on va aller chez son signaleur, demander lui aussi son certificat. Supposez, vous prenez un projet doit débuter aujourd'hui, la personne vient d'avoir son certificat, par exemple, avant-hier. Naturellement, on va dire qu'il n'est pas militaire pour le travail. Tout ça, on est sans pitié. Ça signifie qu'il n'a pas le niveau d'expérience requis. Donc, cela, on met des garde-fous. On va se dire peut-être à partir de 5 ans. Et quand c'est comme cela, sur des projets, naturellement, ça chauffe entre HSE, le chef de projet et les autres intervenants. Parce que c'est comme si vous ne voulez pas que le travail avance. Je me rappelle que nous, on a intervenu sur un projet où à chaque fois, c'était la bagarre. Déjà, même pour avoir des grues à Ouagadougou, c'est très compliqué. Mais toutes les grues qui venaient, ils ne respectaient pas nos standards. Donc, on les disait de repartir. Et donc, le chef de projet se plaignait à chaque fois qu'on ne voulait pas que le travail avance. On se dit, mais c'est normal, c'est la sécurité d'abord. Parce que quand le pire arrive, naturellement, chacun se cherche, on demande qui est responsable de la sécurité du travail sur la HSE qu'elle suit. Donc, il y a des standards. Donc, quand c'est comme ça, on prend notre checklist, on les donne. Lorsque vous partez chercher les grues, là, vous couchez ça d'abord, voir si ça respecte nos standards. Si ça respecte nos standards, vous envoyez. Ensuite, nous, si on fait aussi l'inspection en tenant compte de 5 facteurs, la main-d'œuvre,
Qu'est-ce qu'on va mettre dans la main-d'œuvre? Est-ce que la main-d'œuvre est compétente? Est-ce qu'elle a habilité? Est-ce qu'elle a tous les éléments nécessaires? Est-ce qu'on regarde le chauffeur lui-même? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un alcoolique? Tout ça, on met nos règles qui pour encadrer la main-d'œuvre. Parce que vous allez respecter toutes les autres étapes. Si la main-d'œuvre n'a pas une bonne volonté de pouvoir se conformer à votre mesure de sécurité, lui-même, il va vous exposer. Ensuite, on revient sur le matériel lui-même. Le matériel lui aussi peut nous exposer. On va inspecter le matériel. Pour le cas d'une grue, il faut demander à ce que la grue soit certifiée. Il faut s'assurer que les chaînes de la grue soient certifiées. Il faut s'assurer que les lignes de la grue soient certifiées. On a besoin de toutes ces certifications-là d'abord avant d'autoriser le travail. Et chaque jour maintenant, on fait l'inspection de la grue aussi avant le début des travaux. Ensuite, nos méthodes, nos procédures, on va se rassurer que nos procédures ne soient pas aussi sujets d'exposition, d'incompréhension au niveau des travailleurs. Le milieu, on va voir est-ce que l'environnement est bien stable pour que les piquets de la grue soient beaucoup plus flexibles, etc., etc. Et on va mettre des procédures de travail pendant le travail, soit à ce que pendant les opérations, personne ne rentre dans la zone d'opération. Parce que la grue, c'est un équipement qui est très dangereux. Lorsque il se déploie, lorsque la masse sort, on va donner des consignes au chauffeur. Lorsque la flèche est sortie naturellement, tu ne dois plus sortir de ta cabine parce que le pic peut arriver, le vent peut arriver et ça va basculer la grue. Et donc, lorsque aussi, toujours dans sa manœuvre, lorsqu'il essuie ses béquilles, personne ne doit se rapprocher. Parce que tout le poids de la grue là est retenu par les béquilles. Et dans le béquille, vous allez voir un vérin hydraulique qui boue à un certain degré. Donc, ça fait que lorsque le vérin pète, par exemple, l'huile même du vérin chaud peut vous transpercer, vous n'allez pas savoir que vous êtes transpercé. C'est après que vous avez su que là, en ce moment, le pic. Ces choses-là, on est sans pitié. Donc, voici un peu, M. Laurent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, donc, je profite aussi signaler la présence de M. Bado. M. Bado, qui est un ingénieur HSE, qui nous suit aussi en présentiel aussi en ligne. Il a bien voulu se joindre. Alors, donc, déjà que nous sommes pris par le temps, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que déjà d'autres questions encore au niveau de M. Maïga, de M. Laurent? Sinon, je rappelle que la sortie est prévue pour le dimanche 5. Là, donc, ça va se faire avec les superviseurs. Au niveau de M. Laurent, M. Maïga, vous pouvez le mettre dans votre programme. Donc, ça se fait de façon simple, bien direct du cabinet. On fait la dernière séance, la dernière discussion, on invite beaucoup de partenaires et ensuite, quand ça finit, on passe par un pot après avoir partagé les certificats. Donc aussi, tous les supports, les contenus seront aussi mis à votre disposition, je rappelle. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, s'il n'y a pas de questions, je vais vous souhaiter très, très bon samedi. Aujourd'hui, c'est samedi. Je vais vous souhaiter très, très bon samedi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et que Dieu nous assiste. Que Dieu nous assiste. Donc, je vais mettre officiellement fin à la séance et on va se donner le rendez-vous pour la prochaine séance. Donc, sur ce, très bonne soirée à vous et bon week-end surtout.